Merci Bonjour. David, merci David. Bonjour, Oui, bonjour. donc c'est un entretien entre Octave de Barry et moi-même. Alors, je précise que Octave et moi, nous nous connaissons depuis quelques années déjà, puisque nous avons travaillé ensemble sur un autre sujet qui nous a réunis, qui concernait aussi des déchets, et de la mémoire des déchets radioactifs, donc qui sont aussi un marqueur de l'Anthropocène. Voilà. Alors cet échange, nous l'avons préparé. Ce sera un échange informel, hein, on n'a pas une présentation ex cathedra, c'est un échange informel, mais que nous avons un petit peu préparé. Et il y aura, nous avons préparé quelques diapos que je projetterai euh, au cours de cet entretien pour illustrer un petit peu notre échange. Alors, je vais commencer par une question à Octave. D'abord, Octave, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots pourquoi l'anthropologie s'intéresse aux déchets en général? Merci de la question et bonjour à tous. Un petit mot au préalable pour remercier les organisateurs de cette conférence, de cette rencontre. Merci à Virginie et puis un petit clin d'œil et un remerciement aux traducteurs et bon courage à vous. Pour revenir à la question de Jean-Noël et finalement dire pourquoi l'anthropologie s'est intéressée, et je m'intéresse aux déchets. Juste un mot préalable sur l'anthropologie. L'anthropologie, de manière assez minimale, on peut la définir comme une discipline qui s'intéresse, qui essaie de penser les collectifs. Ces collectifs, on peut les appeler culture, société ou communauté. L'idée, c'est d'essayer de comprendre comment, et notre sujet nous met face à ça, des pratiques individuelles s'inscrivent aussi dans des logiques collectives, sont déterminées par une histoire collective. Et les sujets sur lesquels je travaille, c'est justement essayer de penser comment on peut arriver à essayer de comprendre ces collectifs au regard de la manière dont ils établissent des rapports au temps et à l'histoire, et en particulier à ce thème qui est central pour moi, qui est la notion de mémoire. Et pour répondre directement à ta question, Jean-Noël, je dirais que bah, dès le départ, l'anthropologie, comme elle s'est donnée comme ambition de comprendre les collectifs, elle s'est dit que bah, pour comprendre l'histoire d'un collectif, on devait s'intéresser à tout ce qu'elle pouvait faire, à tous ses gestes, toutes ses pratiques, à tous ses objets. Et en particulier, même finalement, bien sûr, les objets qu'elle célèbre, qui la présentent sous son meilleur jour, ces collectifs, mais aussi ces objets, en fait, qu'elle veut pas garder, ces objets qu'elle préfère reléguer, qu'elle préfère envoyer finalement à la poubelle. Donc, c'est cette idée qui avait été formulée par un anthropologue qui s'appelle Marcel Griaule en 1931, et il répondait à la question de ses collègues qui lui disaient, bah, finalement, nous, anthropologues qui partons dans des pays souvent lointains, euh, quel type d'objet il faut ramener et pour essayer de ramener dans les futurs musées d'anthropologie pour comprendre ces sociétés. Et la réponse de Griaule, c'est celle que vous voyez. Griaule nous dit on en apprend autant sur une société à partir d'une boîte de conserve que de son bijou le plus somptueux. Il précise, en fouillant un tas d'ordures, on peut même comprendre toute la vie d'une société. Donc là, ce que j'aimerais dire, c'est que insister sur l'idée que justement cette discipline, l'anthropologie, euh, eh ben, elle s'intéresse voilà, à tout, de la poubelle au musée, et que on peut comprendre un collectif autant à partir de ce que ce collectif conserve, garde, et qu'elle met souvent dans des musées, qu'à partir de ce qu'elle rejette, de ce qu'elle envoie aux poubelles de l'histoire. Le paradoxe qui nous réunit ici, hein, qui se pose de manière forte en Haïti, mais qui est transversal dans, j'ai envie de dire, tous les pays, à des degrés différents, c'est précisément celui auquel nous renvoie la notion même de pollution. Puisque, en fait, la pollution, elle vient de quoi? Elle vient du maintien sur place et non de l'encombrement qui s'ensuit, voire de la salissure comme source de pollution, de ce qui, normalement, répond à une logique de séparation. On est censé se séparer de ces déchets
les faire disparaître. Et là, en fait, dans ces problématiques d'encombrement et de pollution, on a affaire à des objets qui auraient dû être rejetés et voire détruits ou recyclés, bien sûr, mais qui nous posent le problème du maintien de leur présence. Ils sont encore là et ils sont même un peu partout. Et donc, ce que cette question me renvoie, c'est précisément la nécessité d'essayer de penser non pas le rejet, mais précisément le processus social qui consiste à garder ce qui devrait être rejeté. Pourquoi est-ce qu'on garde ce qui devrait être rejeté? Pour le dire différemment, comment interroger ce refus de débarras et pour le dire aussi comme ça, ce déni de rejet. Donc, la question de départ pour moi, c'est celle de comment l'anthropologie peut arriver à penser l'enjeu et de le prendre au sérieux, cet enjeu de la présence du déchet. Oui, Octave, effectivement. Et moi, ce qui me paraît particulièrement intéressant dans ce que tu dis, c'est cette notion de présence. Avant même la pollution, c'est le maintien de la présence qui est en jeu. Moi, je pense, puisque ayant travaillé sur ces questions de mémoire, je me suis intéressé aussi au domaine des archives. Dans le domaine des archives, on retrouve ce lien entre déchets et présence, sans que ce soit la salissure qui est le critère premier d'élimination. Un enjeu important et constant est celui de l'élimination pour faire face au manque de place. Il s'agit alors de bien éliminer en commençant par ce qui a une durée d'utilité faible et en ne conservant in fine que ce qui aura une valeur historique après une période intermédiaire. Avec la difficulté de déterminer a priori ce qui pourra avoir une utilité historique dans un futur que par définition on ne connaît pas. Donc la première caractéristique du déchet, c'est bien de prendre de la place. Et pour rester sur le domaine des archives, certaines archives ne sont conservées non pas, euh, elles sont conservées non pas parce qu'elles ont plus de valeur que d'autres, mais parce qu'elles constituent un témoignage. Un objet est sélectionné parmi de nombreux autres semblables qui seront éliminés. C'est ce qu'on appelle la valeur indicielle de certaines archives. Alors, justement, c'est le point qu'on partage là dans cette discussion, c'est d'attirer l'attention. J'entends bien la préoccupation environnementale, écologique, voire la nécessité sociale, politique, géopolitique du débarras. Mais finalement, l'anthropologie, quitte à ce qu'elle soit un peu lente dans sa démarche, et déjà, elle s'arrête et elle regarde ce qui est en train de se passer. Et ce qui est en train de se passer, c'est précisément le maintien de ces déchets là où ils ne devraient pas être. Et comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre ça? Et par rapport à ce que tu viens de dire, et ça renvoie à la phrase de Marcel Griol, ben là, il y a de l'indice, il y a de l'indice culturel, euh, il y a une information qui est donnée à prendre au sérieux et qui nous parle, mais en tout cas, ce serait ma porte d'entrée, d'un rapport à l'histoire aussi spécifique, bien sûr, d'un rapport à l'histoire courte, qui est celle du temps de la consommation et qui multiplie ces déchets, mais qui évidemment s'ancre aussi dans une histoire plus longue, qui est celle des territoires et des pays dans lesquels justement ce qu'on appelle après la pollution a lieu. Donc il y a nécessité justement de penser et de comprendre ce qui se joue ici dans la présence de ces déchets. Je rappelle aussi que le propre des déchets, sans jeu de mots, pardon pour la traduction, c'est justement de répondre à une logique circulatoire, une logique de déplacement. C'est même pour l'anthropologie, une grande anthropologue britannique, Mary Douglas, a réfléchi à ça, au concept de déchets, de salissure et d'impureté. Elle a très bien montré comment, en fait, c'est pas l'état matériel d'un objet qui le définit ou non comme déchet. On peut aussi souhaiter se débarrasser d'un objet non seulement parfois neuf, ou parfois qui fonctionne toujours et qui a encore une valeur d'usage. Donc, ce qui définit en fait la valeur du déchet, son être, c'est une logique qui consiste à s'en séparer. Et dans cet acte de séparation se signe en fait un abandon.
Et cet abandon, il est spatial. Il consiste précisément à faire quitter le déchet de sa sphère personnelle, privée, voire domestique, pour le mettre justement à l'extérieur. Et cet extérieur, c'est toute la question qui est posée, cette extériorité, elle pose la question de savoir comment on va traiter cette extériorité, c'est-à-dire le lieu où on dépose, où on relègue, voire on abandonne le déchet. Une extériorité qui pose la question précisément à la puissance publique de ce débarras. C'est-à-dire que d'un bien personnel dont on se défait, qu'on considère et qu'on va traiter comme un déchet, l'abandonner, finalement, la question, c'est de savoir justement comment la- l'entité collective, publique ou privée, va prendre en charge ce débarras. Donc, on est dans une logique où, à travers cette frontière et cette séparation, ce qui s'affirme pour l'anthropologie, c'est précisément la question de la remise en ordre et de l'affirmation d'un système d'ordre culturel. C'est là que le déchet peut poser, et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, problème parce qu'il pose désordre à cette culture et à son histoire. Je peux prendre un petit exemple, si on a le temps de le développer. Il y a eu un très beau travail qui a été fait par un collègue sociologue, Jeffer Lesbeth, dans la Casbah d'Alger, il y a déjà quelques années. Et il a très bien montré comment, à chaque réorganisation d'un des quartiers de cette Casbah, correspondait une politique à la fois communautaire, mais aussi publique, de remise en ordre et de débarras des ordures et des déchets. Et inversement, le surencombrement et l'abandon des déchets dans la sphère publique, voire dans la nature, donne, lui, l'indice d'un abandon social des populations qui vivent et qui considèrent être traitées finalement en image de ces déchets aussi comme euh, peut-être voilà, maltraités au point d'être parfois même considérés comme des déchets, mais des déchets sociaux, c'est-à-dire des gens qui on ne réserve pas un sort qu'ils souhaitent. Une petite citation de Jafar Jezbet sur ce sujet. Il nous dit le trop-plein, donc l'encombrement des déchets, hein, le trop-plein est souvent proportionnel à la faiblesse des liens sociaux entre les nouveaux occupants de la Casbah. Le vide social s'exprime à travers un ensemble de signes d'abandon et d'attitude de rejet. Voilà. Donc, en quelque sorte, il y aurait une correspondance entre le tri des objets, des déchets, et une forme de tri des hommes aussi, ou, enfin, des hommes et des femmes, des humains. Et cette correspondance, est-ce que c'est pas aussi ce qu'on observe souvent dans certaines villes du Sud, et particulièrement à Port-au-Prince, entre les quartiers plus favorisés sur les hauteurs, peu encombrés de déchets, et les quartiers, les bas quartiers, où se déversent les déchets qui sont charriés par les ravides. Mhm. Voilà. Alors, euh, ça, cette première partie de notre échange portait plus généralement enfin, sur le déchet en général. Mais nous n'avons pas oublié le sujet principal de cet échange qui porte sur le styrofoam et les plastiques à usage unique et l'invisibilité des styrofoams. Donc, pour parler du styrofoam, donc du polystyrène expansé, il fait partie des plastiques dont il partage les caractéristiques fondamentales de légèreté, de plasticité. Son conditionnement sous forme de mousse lui confère une faible conductivité thermique. Il est de plus peu coûteux à produire, ce qui a permis à son usage de se développer. Et comme d'autres plastiques, son usage se répand d'autant mieux qu'il permet à des personnes d'avoir une activité économique de subsistance et que les externalités qu'il génère, notamment la pollution, ces externalités ne sont pas prises en compte dans son prix d'achat. Le journal français Le Monde a publié récemment un article sur le problème des sachets d'eau jetables en Afrique et notamment au Sénégal. D'ailleurs, on voit aussi ce type de sachets en Haïti.
Ce sont des sachets qui permettent à faible investissement de monter une activité de vente d'eau, donc une activité de subsistance. Une fois vidés de leur contenu, les sachets sont jetés et se retrouvent dans l'environnement. Même les pêcheurs, qui pourtant pâtissent de cette pollution en premier, on pourrait dire, même les pêcheurs ont remplacé les bidons d'eau qu'ils utilisaient auparavant par de tels sacs qu'ils jettent après usage et qui se retrouvent donc sur les plages et dans la mer. C'est pour moi une illustration de la primauté du court terme. Quand le niveau de vie est fragile, ce sont d'abord les besoins liés à la survie, les besoins physiologiques, ceux qui se retrouvent à la base de la pyramide de Maslow, qui sont traités avant de s'intéresser aux besoins et aux motivations plus élevés. Cependant, il ne faut pas croire que l'omniprésence des emballages plastiques à usage unique, dans les usages et en tant que déchets, ne soit imputable qu'à leur seule propriété technique. Il y a aussi une dimension culturelle à leur diffusion, et les représentations jouent un rôle très important. J'ai lu récemment un ouvrage de Baptiste Mont-Saint-Jean, qui s'appelle Homo Detritus. Il rappelle dans son ouvrage les efforts déployés par l'industrie des plastiques pour modifier les représentations sur les plastiques au moment où son business, le business de l'industrie, s'est trouvé fragilisé par une série d'accidents mortels des enfants étouffés par les sacs plastiques. L'un des freins à la consommation des sacs plastiques, au démarrage de cette industrie, était la préférence des consommateurs pour les objets durables, ce qu'on avait toujours enseigné. Alors l'industrie des plastiques y a d'abord répondu en flattant les ménagères qui avaient adopté ces sacs en polystyrène de densité, et elle les a flattés en soulignant que c'était elle qui avait découvert la possibilité de réutiliser ces sacs, qui étaient initialement utilisés en blanchisserie. Donc c'est la première phase qu'on voit sur cette diapo, en 1956 et jusqu'à 1958, avec une montée en puissance de la production des sacs plastiques jusqu'à 1 milliard d'unités. Et puis, je pourrais dire catastrophe, en 1959, une grosse crise en tout cas, euh, plusieurs cas, jusqu'à 50, ont été identifiés d'étouffement, dont une trentaine d'enfants, par ces sacs plastiques. Et de ce fait, le regard des consommateurs a complètement changé et c'est devenu vraiment très dangereux pour l'industrie. Cette situation est devenue dangereuse pour l'industrie. Il a fallu réagir. Euh, on a vu un éditorial du San Francisco News parler de banned plastic bags, donc supprimer les sacs plastiques. Et pour répondre à ce nouveau risque pour l'industrie, l'industrie a financé une campagne à 1 million de dollars de l'époque sur la mauvaise utilisation des sacs plastiques. Donc, il s'agissait en fait, en appuyant là où ça faisait mal, c'est-à-dire en insistant sur les dangers que pouvaient représenter ces sacs plastiques, de se dédouaner de la responsabilité que l'industrie pouvait avoir dans leur prolifération dans l'environnement. En reportant comment dire, la responsabilité sur les parents qui devaient faire attention à ce que pouvaient faire leurs enfants. Et donc, on a vu en l'espace de quelques mois un changement complet de discours. Au départ, les plastiques sont réutilisables à ensuite, les plastiques doivent être jetés. Voilà. Alors, est-ce que ça, c'était pour donc introduire cette notion d'obsolescence programmée, en fait, qui avait déjà, à vrai dire, était déjà un petit peu introduite auparavant, dès 1932, suite à la crise de 1929. euh, Bernard Landon avait écrit un pamphlet qui a, qui a eu un certain succès, notamment par son titre, pour en finir avec la Grande Dépression face à l'obsolescence programmée. Donc les plastiques ont été en première ligne de cette notion d'obsolescence programmée.
et le jetable est devenu un signe de modernité. Il permet de maintenir l'activité économique et parallèlement, le désencombrement repose sur le développement d'un business de collecte et de traitement des déchets, ce qui suppose bien sûr des infrastructures et des institutions étatiques suffisamment puissantes pour prendre en charge la gestion collective des déchets. Alors, on peut se demander s'il n'existe pas aussi, au-delà de ça, une dimension post-coloniale au maintien de l'usage des plastiques à usage unique. Alors qu'en Occident, en Europe, aux États-Unis, ils sont de plus en plus bannis et que les structures étatiques permettent de rendre effective cette interdiction avec des exemptions tout de même, hein. Rien n'est parfait. Il est certainement très tentant pour les industriels de rechercher des débouchés dans des contrées où leur business est moins entravé. La faiblesse institutionnelle est alors un allié précieux pour le maintien du modèle d'affaires des producteurs de plastique. Il peut exister aussi une dimension identitaire au fait de jeter. C'est particulièrement net en Inde, où le système des castes attribue la fonction de ramassage des ordures à la caste des Dalits, ce qu'on appelait les intouchables autrefois, au bas de l'échelle. Jeter permet alors de s'affirmer d'une caste supérieure. Je jette, donc je suis riche, je suis d'une caste supérieure. Jeter devient un signe extérieur de richesse. Enfin, si on se projette à long terme, on remarque que les déchets plastiques se retrouvent partout sur la planète, ça a été dit tout à l'heure, jusqu'en haut jusque dans les Pyrénées, même s'ils se dégradent et deviennent invisibles à l'œil nu. Ils s'incorporent même dans les sédiments et ils constituent de nouvelles formes minéralogiques. C'est ce qui fait que l'on pourra dans le futur identifier une couche géologique particulière marquée par ces déchets, correspondant à cette ère particulière que nous vivons, où l'homme agit comme une force géologique, ce qu'on appelle maintenant l'anthropocène. Alors, je ne sais pas si tu veux poursuivre, Octave, Oui, sur notre euh, échange. justement pour revenir aussi au type de questions qu'une anthropologie pourrait essayer de poser face à cette situation globale, mais aussi situation singulière en Haïti, c'est justement euh, essayer donc de comprendre non seulement l'abandon, mais aussi le maintien de cette présence des emballages ou des déchets alimentaires ou plastiques, justement à usage unique. Il y a au moins un double problème, on en pointe au moins un double. D'abord, c'est le problème de leur présence, bien sûr, comme déchets sauvages, qui pose problème, mais tout autant leur présence comme objet marchand, puisqu'ils sont également interdits par la loi. Donc, il y a une double transgression. Il y a une transgression par rapport à l'objet, la présence de l'objet sur le territoire, et puis aussi au rejet sauvage du reste de l'objet sur ce même territoire. Donc les enjeux, bien sûr, sont multiples, ils ont été identifiés, et puis c'est à partir de là que, que, que ce colloque et cette rencontre se déroulent, à travers les questions évidemment des risques environnementaux, des risques de pollution, bien sûr, des eaux en particulier, donc un risque global de santé publique, redoublé aussi par un risque, Jean-Noël, tu l'as rappelé, d'injustice sociale et au-delà de dignité humaine, et qui se croisent avec des enjeux, bien sûr, directement sur la biodiversité, mais aussi sur la géopolitique. Mais là où je voudrais revenir, ou en venir un peu plus particulièrement, c'est sur quel type d'enjeux sociaux et anthropologiques on peut essayer de réfléchir. C'est-à-dire essayer de réfléchir justement à la présence comment penser la présence de ce qui ne devrait pas être là, doublement interdit, mais qui persiste à être là, même après usage, sous forme de déchets. Alors la question, ce sont des signes, ces déchets de quoi? Euh, le problème, en plus, se complexifie lorsque ces deux présences, hein, objets et déchets, semblent faire partie du paysage quotidien des Haïtiens.
Une présence continue qui serait, et c'est le cœur du débat, qui serait rendue invisible. Alors, moi, j'ai un petit questionnement par rapport à ça. Est-ce que finalement, il s'agit d'une invisibilité? La notion d'invisibilité, pour moi, elle impliquerait le fait que, en fait, on laisse maintenir présent sous les yeux quelque chose qui ne devrait pas être là. Donc, forcément, on pose l'analyse que si c'est encore là, c'est que les gens ne le voient pas. Donc, la logique de l'invisibilité. Ou est-ce que finalement, on peut pas essayer de penser une autre catégorie qui est celle, qui serait celle, qui est peut-être un peu plus dérangeante, d'une cohabitation normalisée, d'une cohabitation acceptée, et qui nous renverrait potentiellement justement à la question de l'histoire de cette acceptation. Normaliser de la présence donc de ces déchets au point non pas de cesser ces déchets d'être vus, c'est pas tant peut-être des déchets invisibles, mais des déchets qui seraient potentiellement pas regardés comme un problème, voire potentiellement pas nécessairement comme des formes de salissure, mais à travers leur multiplication comme des formes, bien sûr, d'encombrement et comme des formes de signification. Donc là, ça n'empêche pas d'avoir une posture environnementale et éthique face à ces déchets, mais ce pourquoi je plaiderais en tant qu'anthropologue, c'est pour ce temps nécessaire de réflexion autour de finalement de prendre au sérieux, aussi d'un point de vue anthropologique et social et historique, cette présence. C'est-à-dire, ils sont le signe de quoi? euh, Ils sont peut-être pas le signe, ils sont certainement le signe d'un problème environnemental, politique, économique, je ne vais pas rappeler toute la liste, mais ils sont aussi le signe d'une présence qui veut raconter quelque chose aussi en termes historiques. Oui, et il y a peut-être une piste euh, de réponse à cette question signe de quoi, euh, qui serait liée notamment à la couleur blanche du polystyrène expansé et de la plupart des plastiques. Alors c'est une piste, hein, c'est une hypothèse qu'il faudrait creuser évidemment. On sait qu'aux Antilles, le colorisme est prégnant et avoir la peau claire est recherché. On peut même mettre sa santé en danger pour éclaircir sa peau. Ce sont clairement des séquelles de la colonisation. Et c'est vrai en Haïti en particulier. L'anthropologue Micheline Labelle, dans les années 80, a mené une étude sur les classes sociales et l'idéologie de couleur en Haïti. Et elle a identifié à l'époque euh, une palette très large de mots, euh, je vous la montre, sur, euh, pour désigner les différentes couleurs, les différentes nuances de couleurs de peau, plus ou moins claires. Mhm. Là, vous avez sur cette peau, alors c'est pas nécessaire de la traduire, hein, là, c'est une transcription enfin c'est écrit en français, on dirait avec une orthographe française, mais c'était du créole au départ, et pour quelques mots, c'est encore en créole. Là, vous avez une cinquantaine de mots qui représentent les différentes nuances de couleurs et qui illustrent bien l'importance de la couleur en Haïti. Donc, en suivant cette hypothèse-là, le polystyrène expansé, de par sa couleur blanche, ne posséderait-il pas une valeur particulière, ce vers quoi il faut tendre, ce qui fait que son accumulation dans l'environnement ne serait pas vue comme un problème, comme tu l'as dit, en tout cas pas autant que s'il était de couleur sombre. C'est une piste, ou bien si on poursuit un petit peu la réflexion, j'espère que vous m'entendez, euh, si on poursuit la réflexion, est-ce que le blanc ne renverrait pas à cette présence encombrante de l'étranger? Il faut se souvenir qu'en créole haïtien, le mot blanc
qui vient du français blanc, On vous entend bien. désigne non seulement... Vous m'entendez? Bon, parfait. Le mot blanc qui vient du français blanc désigne non seulement la couleur blanche, mais il désigne aussi une personne qui n'est pas nécessairement de couleur blanche, mais qui est étrangère, qui n'est pas d'Haïti. Et dans ce cas, le fait de ne pas voir ces déchets, ou plutôt de ne pas vouloir les voir, serait plutôt de l'ordre du déni, du refoulé. C'est ce blanc des déchets renverrait à l'étranger et cette omniprésence de l'étranger qu'on ne voudrait pas voir, peut-être plus que dans d'autres pays de la région. On est vraiment dans l'idée du déni que tu as évoqué tout à l'heure. Et d'ailleurs, lors des villages Alternatiba qui se sont déroulés en Haïti en 2017 et en 2018, on a vu apparaître des bonshommes fabriqués à partir de boîtes en polystyrène expansé. Alors, est-ce que c'était un hasard? Est-ce que c'était fortuit? Ou bien est-ce que ça avait du sens, le choix de cette mascotte pour mobiliser contre le styrofoam? Est-ce que ça ne répondrait pas à un souhait plus ou moins conscient de rendre explicite ce qui est voilé, cette omniprésence de l'étranger? Évidemment, ce ne sont que des hypothèses qui nécessiteraient d'être validées, étayées ou infirmées par un travail vraiment anthropologique de terrain. Alors, pour en revenir maintenant ou poursuivre la réflexion sur comment lutter contre l'invisibilité, donc une des manières possibles, et c'est ce qu'on voit ici, c'est de restaurer au déchet son caractère de chose étrangère. Alors, étrangère non pas comme un déchet qu'on met qu'on sort de son périmètre, ce qui est la caractéristique de tout déchet, mais comme un produit qui, même avant d'être un déchet, était déjà étranger. Ces boîtes en styrofoam, elles sont produites à l'extérieur d'Haïti. Il n'y a pas de production sur place. Ou bien aussi pour rendre le geste de jeter, rendre à ce geste de jeter son étrangeté, son caractère étrange. Et c'est ce que fait Swanji Gunsel, dont tu as beaucoup étudié le travail, Octave, une artiste allemande. Tu pourras Qui- peut-être nous en dire quelques mots par la suite. Et je vais te laisser d'ailleurs la parole pour poursuivre. Oui, oui, quelques mots pour laisser, j'ai pas trop suivi la montre, mais pour laisser un temps à la discussion aussi, on va rapidement évoquer le travail de cette artiste allemande que je suis et avec laquelle je travaille depuis une dizaine d'années. Le propre du travail de Svenje Gunzel, c'est un travail qui est totalement obsédé, concentré autour de la présence des déchets et du coup de la pollution liée aux déchets euh, laissés par les gens dans des espaces, dans des lieux où ils ne devraient pas se situer. Donc on est dans notre sujet. Je vais faire juste référence rapide à un travail qu'elle a fait au Danemark. C'est quelqu'un qui travaille essentiellement en Europe. Et l'idée de cet artiste, euh, c'est de ramasser ces déchets qui ont été déposés aux quatre coins des rues, dans la nature, dans les parcs, parfois au fond des eaux. Elle va les récupérer, elle en prend soin, elle les nettoie, parfois elle les conserve dans son atelier. Et là, comme au Danemark, elle travaille autour de ce qu'on pourrait appeler des performances dans lesquelles elle veut signifier d'abord sa présence avant celle des déchets. Et pour signifier sa présence, très souvent, elle emprunte des formes de mise en scène, de théâtralité qui consistent à apparaître de manière belle, brillante, attirer l'attention, attirer la lumière, peut-être justement apparaître de manière encore plus belle là où
normalement, on se contente, j'ai envie de dire, d'une présence peut-être parfois discrète. Donc, elle apparaît souvent dans des robes impressionnantes, rouges, bleues, etc. Et là, au Danemark, l'idée, ça a été justement de se promener avec, comme un couple, elle et un complice, au bord d'un lac autour duquel elle avait ramassé beaucoup de déchets et qu'elle avait emmené justement sur un de ces signes, des pédalos qui, se promènent paisiblement sur ce lac. Et là, face à tout le monde, à tous ces spectateurs, à tous ces habitants, elle a rejeté à l'eau de manière théâtrale, calme, l'ensemble des déchets qu'elle avait ramassés autour du lac. De la même manière, revenant justement autour de ce lac, elle a fait le même processus, mais là, à l'intérieur justement d'une promenade autour comment dirais-je, pas d'un vélo, mais peut-être tu peux mettre la diapo, ça parlera mieux que je n'y arrive. Une Voilà, Rosalie, on une appelle ça une Rosalie, Rosalie. merci. Où elle a jeté tranquillement aussi tous les déchets qu'elle avait ramassés. Et là, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Tous ces déchets qui étaient déjà là, déposés par les gens eux-mêmes, eh ben, en fait, les gens vont interpeller l'artiste et lui dire que bah, ça ne se fait absolument pas ce qu'elle est en train de faire et que on n'a pas le droit de salir comme ça cet espace collectif, cet espace commun. Et, euh, et les gens vont même dire qu'elle n'a pas le droit de rapporter ses déchets ou des déchets que les gens considèrent viennent d'ailleurs. On retrouve cette catégorie de l'étranger, hein. En l'occurrence, ici, on est au Danemark. La plupart des gens pensaient que c'était des déchets qui venaient de l'Europe de l'Est, hein. Donc, voilà, elle fait réapparaître ces déchets qui étaient là, au milieu des gens, posés par les gens eux-mêmes, qu'ils n'avaient pas vus. Et finalement, là, l'art, en tout cas ce dispositif, cette intervention, cette performance, permet justement d'interpeller, de rendre visible ce qui n'était plus vu. Alors, pour revenir à la distinction que je faisais tout à l'heure, rendre visible ce qui n'était plus vu, ou en tout cas faire devenir un problème à ce qui n'était plus un problème. Et donc là, la logique, c'est qu'effectivement, les gens veulent se débarrasser réellement de ces déchets, mais qui ne se sont mis à considérer comme des déchets ou comme une potentielle salissure que par le biais de l'art. Alors, je- nous évoquons avec Jean-Noël le travail artistique. Il va de soi que plusieurs artistes, en particulier une partie de l'art contemporain, a travaillé avec les déchets, bien sûr, mais c'est pas l'apanage de l'art contemporain de nous faire prendre conscience de la présence des déchets. Il y a suffisamment d'acteurs qui travaillent autour des questions de l'environnement autour de nous aujourd'hui et dans ces deux journées pour en avoir la preuve. Mais ce travail, il permet aussi justement une conscientisation tout à fait intéressante. Je Voilà. regarde la montre, là, en fait, il nous reste 5 minutes, si je ne m'abuse. Donc, je pense que on a brossé un panorama général et on va essayer de laisser 5 minutes à des questions Ah oui, éventuelles, d'accord. en remerciant déjà l'auditoire pour son attention. Merci, merci. Et donc, si vous voulez poser des questions ou sinon, on pourra, si, au besoin, on pourra occuper ces 5 minutes, mais si, voilà, on peut peut-être regarder les questions qui nous sont posées. Bah, la première question, hein, c'est ça. Doit-on regarder le styrophame, dans le styrophame, le symbole d'un rapport de domination culturelle? Euh, c'est en tout cas une des pistes proposées et à penser. Euh, en tout cas, d'encombrement culturel à coup sûr et de domination culturelle. Voilà, c'est une piste à penser. Peut-être tu veux rebondir, Jean-Noël, mais c'est ce que tu as évoqué. Ouais. Oui, effectivement, c'est une piste qui, enfin, Qui nous semble intéressante, qui nous semble sachant que intéressante.
creuser. sachant que Jean-Noël l'a souligné, euh, euh, finalement, ben, le travail de recherche, quel qu'il soit, consiste à, évidemment formuler des hypothèses, travailler avec les gens, auprès des gens, et travailler ce qui, dans le jargon anthropologique, s'appelle le terrain, c'est-à-dire travailler sur place, et que une réponse étayée et justifiée à des hypothèses nécessite évidemment un véritable travail de terrain, pour comprendre les situations, pour parler avec les gens et penser avec les gens. Donc, on ne va pas expliquer la réalité du monde juste en le regardant de la Lune, mais faut aller sur place. Alors, On les prend dans l'ordre, Jean-Noël? oui, oui. Donc la première, on peut dire qu'on l'a un peu répondu. Comment provoquer des travaux de recherche sur l'impact du styrofoam sur les pratiques culturelles dans les Caraïbes? Comment provoquer des travaux de recherche? Bah, en les finançant. Eh oui, l'argent est aussi le nerf de la guerre. En les La finançant, et je pense que, et là je reprends, puisqu'on est dans une sorte de partage du réel, voilà, et je crois qu'il y a une légitimité à une préoccupation, à des interventions écologiques, environnementales, mais aussi sociales, artistiques, pourquoi pas. Et la liste est longue, et là-dedans, évidemment, je vais plaider pour ma propre boutique. Je dirais aussi, justement, montrer comment, en l'occurrence des sciences humaines, des sciences sociales, l'anthropologie a aussi des idées à apporter. Et donc, voilà, je crois qu'il faut en tout cas miser, moi ce serait mon point de vue, sur une multiplicité d'approches. Et justement, pour essayer aussi de, bien sûr, un éveil environnemental, une conscientisation environnementale, mais qui soit appuyée aussi par une réflexion culturelle, sociale, voire politique sur les phénomènes, pour lui donner une efficacité et dire que c'est bien sûr un problème environnemental, écologique, mais aussi encore plus grandement lié à l'histoire où ces difficultés, voire drames environnementaux se déroulent. Vas-y, Jean-Noël. Oui, non, mais je pense que les acteurs, notamment le GAF sur place ou le mouvement Alternativa sur place, en sont bien convaincus. Au-delà des solutions techniques à un problème comme celui-ci, euh, il faut aussi travailler sur l'humain. C'est vraiment la conscientisation, c'est ça qui a été évoqué tout à l'heure. Il y a une dimension dans les problèmes complexes technosociaux. Il y a une dimension sociétale qui est très importante et qu'il ne faut absolument pas évacuer parce que c'est au risque de ne pas aboutir, en fait. Au risque de débarrasser un espace qui se remplisse automatiquement après, puisque la question n'est pas celle de savoir seulement, elle l'est, hein, comment nettoyer, débarrasser, mais aussi comprendre les raisons de l'encombrement, en fait, pour aussi pas travailler simplement sur les effets, mais aussi sur les causes. C'est ça que tu pointes, Jean-Noël. Et puis là, on peut faire quand même un peu le lien aussi avec une des questions, comment lutter contre certains pays industrialisés qui font des pays du Sud leurs poubelles. Évidemment, cette réflexion, elle va avec cette idée que se crée pas simplement un rapport de domination et de maltraitance face à ces processus sociaux et historiques qui sont connus depuis des décennies, de rejet dans les pays du Sud par les pays industrialisés. Mais là, je dirais que l'anthropologie, elle pourrait être intéressante pour penser que cette chose-là, au-delà d'un rapport économique, colonial, postcolonial maintenu, se joue encore le maintien d'une altérité qu'on évoquait et qui fait que bah, c'est pas simplement des pays qu'on considère comme autres, mais que on se permet aussi de la même manière d'envoyer ces objets autres
ces objets étrangers pour nous. Voilà. Et voilà, je Peut-être. crois qu'on a épuisé notre temps, donc on va remercier tout le monde de nous Merci avoir à tous. écoutés et de nous avoir invités pour cette Merci à intervention, vous. cet entretien. Merci.